on est dans une situation qui se traduit par la remise en cause du service public suite à la réforme de 2018. Donc l'entreprise a accéléré ses réorganisations, que ce soit aussi bien au fret qu'aux voyageurs. On a un conseil régional qui est y compris à l'offensive sur la question de l'ouverture à la concurrence aux voyageurs, puisqu'il y a 2 lots qui vont être détachés de la convention TER pour être soumis à appel d'offres. Donc ça va se dérouler dans les mois qui viennent. Il y a la décision de qui sera choisi pour ces lots d'une manière séparée. Donc on mène le combat autour de cette question-là pour que le service public, ce soit l'entreprise historique qui remporte ces lots pour continuer à développer le service public d'une manière mutualisée. Sur la question du fret, on est vraiment à la croisée des chemins parce qu'il y a un besoin fort de rénovation de l'infrastructure et en même temps il y a besoin aussi de développer le fret, puisqu'en France on est à 9% de marchandises transportées par le rail, là où même y compris les pays les plus libéraux de la zone euro sont à 20 à 30% de marchandises transportées par le rail. Donc à partir de là, on a ces enjeux forts, à la fois politiques et syndicaux, puisque c'est la question des salariés là-dedans, puisqu'on est aussi dans un contexte où a été négocié un accord de branche au rabais, et donc le développement du ferroviaire demain peut se faire aussi, non pas sur quel modèle on choisit, mais sur un modèle de dumping social. Donc on a ces enjeux devant nous avec des cheminots qui sont en alerte, avec une conscientisation du contexte dans lequel on est, mais on voit très bien que c'est pris en compte, puisqu'ici à Miramas, avec la question de la rénovation du triage. Les actions qu'on a menées déjà ici à Miramas ont permis d'interpeller au plus haut niveau. D'ailleurs, on a eu une réunion il y a pas longtemps avec le coordinateur territorial de la SNCF qui nous a annoncé déjà avoir abandonné l'idée du tri uniquement à plat pour le triage et de réfléchir, soit on fait du mixte, soit de la gravité en totalité, et puis nous on pousse pour que ce soit la gravité, parce que ça permettrait d'avoir un outil industriel rénové qui permette de faire, d'être à la pointe de l'enjeu qui est porté par le wagon isolé, et donc sur l'aspect écologique en reportant de la route vers le rail. Donc voilà un petit peu le contexte global tel qu'on peut le résumer succinctement. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que les réorganisations se font par dose homéopathique, de sorte à ce que ça passe d'une manière plus tranquillement. Mais bon, quand on voit le projet libéral de ferroviaire de demain, il est assez violent. Donc on combat contre ce modèle-là, quoi. Alors il est violent tant sur le fret que sur le transport voyageur, mais là tu parlais du fret. Il peut être extrêmement violent si on revient sur la gare de l'arbitrage de Miramas. Si demain elle était amenée à disparaître, les entreprises autour, ce serait une hécatombe. Parce qu'aujourd'hui, le train est un élément essentiel de transport. Je pense à Ascométal, je pense à Arcelor, je pense à Arkema, Kémois. Enfin, je veux dire, sans train, j'ai du mal à imaginer qu'on mette tous ces produits sur la route. C'est là où on a quand même un mensonge dans le discours, c'est qu'on ne pourra pas se passer du train. La réalité, c'est celle-là. Et tout le monde le sait. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut se passer du modèle de service public du train pour aller vers un modèle libéral. Mais se passer du train, c'est impossible. Il y a de nombreuses marchandises transportées qui sont des marchandises dangereuses qui ne peuvent passer que par le train. Donc on le sait, et puis tout le monde le sait, l'explosion du transport de marchandises d'une manière globale, aussi bien par la route que par le rail, va contraindre d'avoir du report modal. Sinon les routes, elles sont déjà saturées. Donc venir y rajouter 20 à 30% de camions en plus sur les routes, c'est impossible. Donc on voit bien que malgré tout le monde sait qu'on va devoir passer sur le modèle ferroviaire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent tourner la page du modèle ferroviaire qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui de service public pour aller vers des modèles libéralisés. Ce qu'il y a, c'est que déjà la libéralisation avec l'ouverture à la concurrence pour le fret a été une véritable catastrophe, puisque quand c'était uniquement l'entreprise qui avait le monopole, l'entreprise SNCF qui avait le monopole, on transportait 60 gigatonnes de marchandises par le rail. Depuis qu'on a ouvert la concurrence, on est tombé à 40 gigatonnes, toute entreprise confondue. Donc, ce qui veut dire que c'est un échec. C'est un échec, et on voudrait un système encore plus libéralisé
alors qu'on a déjà la démonstration qu'un modèle libéral est déjà un échec. Alors, ils le savent puisqu'ils ont fait un groupement qui s'appelle le 4F des entreprises ferroviaires, où ils demandent à l'État, grosso modo, de changer de modèle en subventionnant un peu plus le fret pour qu'il puisse être un modèle économique plus rentable, quoi, pour permettre aux entreprises privées de dégager des bénéfices. Il y a que ça derrière ça. Par contre, nous on le dit depuis des années, le fret se retrouver dans une situation, fret SNCF se retrouver dans une situation financière compliquée parce que justement le modèle était pas viable par le fait que on paie toute l'infrastructure, on paie tout, et donc du coup ça a conduit à des déficits importants, alors que la route, ils paient pas la construction des routes, donc les routiers, quand les camions transportent sur les autoroutes, quand ils vont sur les autoroutes, ils payent un peu plus cher l'autoroute, mais ils payent pas l'infrastructure, alors que nous, on la paye l'infrastructure. Donc c'est vrai que le modèle, il devait être revu, mais grosso modo, on revoit le modèle que quand il s'agit de créer du dumping social. La réalité, elle est là. J'aimerais revenir sur le voyageur. Tu nous expliquais il y a quelques minutes qu'il y avait des appels d'offres pour privatiser des parties de l'activité voyageur. Alors, aujourd'hui, on a tendance à considérer, et parce que c'est ce qu'on nous rabâche, qu'à partir du moment où ce sera privatisé, ce sera à l'heure, il y aura que des choses merveilleuses. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est d'abord quel risque pour l'usager le jour où ces lignes, si un jour elles le sont, et j'espère pas, privatisées. Et deuxièmement, l'impact pour le personnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un statut SNCF qui est posé, qui est assis, qui est en rediscussion permanente et que beaucoup voudraient voir tomber. Quel est l'impact pour ces salariés qui demain pourraient passer sur des secteurs privés ? Il faut détacher les deux éléments. Depuis le 1er janvier de cette année, de 2020, les cheminots qui sont embauchés ne sont plus embauchés au statut. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est issu de la loi de 2018. Donc il faut détacher ces deux aspects parce que la question des statuts, elle se pose pas par le biais de l'ouverture à la concurrence. Elle va se poser dès lors qu'on perd le marché, et à ce moment-là, il y a transfert des salariés, mais quoi qu'il en soit, les salariés qui ont le statut, ils sont transférés avec leur statut dans le cadre de la loi. Non, la question, nous, et le pourquoi on combat, c'est que même y compris, si admettons la SNCF venait se présenter avec une filiale et elle détachait la filiale du reste du groupe, on aurait la même problématique que si c'est une entreprise privée. Pourquoi ? Parce que le raisonnement de service public global permet des mutualisations. La mutualisation, pour l'usager, peut se dire, mais moi, dès lors que mon train il est attribué sur la ligne, c'est pas un problème. Sauf que dès qu'on a un aléa, la SNCF, d'une manière mutualisée, globale, etc., réoriente le matériel pour faire en sorte de continuer à fournir le service public tel qu'il est demandé. Ça arrive que malgré cette mutualisation, on ait des fois la contrainte de devoir supprimer des trains. Quand vous êtes dans des modèles complètement séparés, dès lors que vous avez un aléa de production, c'est rapidement toute la production qui tombe. Par exemple, Breil, si on n'avait pas eu, quand il y a eu les problèmes climatiques sur Breil, sur la vallée de la Roya, à Visuy, si on n'avait pas eu ce modèle-là de mutualisation, etc., on n'aurait pas trouvé ces solutions rapidement parce qu'on aurait voulu continuer à assurer le service public là où on pouvait l'assurer et on n'aurait pas dédié des rames comme on l'a fait nous avec l'entreprise publique. On n'aurait pas pu dédier des rames pour pouvoir assurer le service public tel qu'on l'a fait. On a démonté des fauteuils, etc., etc. Ça, dans les modèles privatisés, ça sera traduit rapidement par des coûts. Alors que le modèle service public, il raisonne sur les besoins immédiats et ensuite la question des coûts, etc. On regarde comment on fait quand on est embêté. Donc ça, le modèle complètement éclaté, séparé, ne pourra plus permettre cette mutualisation-là. Et puis après, l'entrée vers ce modèle-là a conduit le conseil régional avec la SNCF à déjà commencer à augmenter les tarifs pour l'usager. D'ailleurs, la carte ZOO à 15 €, elle n'est plus à 15 €, elle a augmenté, elle est passée à 115 €. Alors on pourrait se dire, mais 115 € étalé sur l'année, c'est pas grand chose, sauf que ça fait quand même une augmentation de 10 fois le prix. Et déjà, le fait si on avait baissé le prix de 10 fois, on nous aurait traité d'utopistes. Par contre, augmenter le prix de 10 fois, la carte, personne vient dessus. Mais ça, c'est une incidence directe. L'autre incidence, c'est essayer,
dans ce modèle-là d'ouverture à la concurrence, de recentrer les trafics vers les trafics qui sont le plus rentables, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui demandent le moins de ressources et qui ramènent plus de recettes. D'ailleurs, un des lots qui a été séparé, c'est le Marseille-Nice. Et là, on se rend compte que ça représente 10% de l'offre TER. Par contre, ça ramène 37% des recettes. Parce qu'il y a beaucoup d'occasionnels, etc. Ben, ce lot-là, on l'a créé pourquoi ? Pour permettre à celui qui viendrait se positionner sur ce lot de dégager un peu plus de recettes et d'avoir le moins de risques possible. Donc on voit bien que les raisonnements se traduisent de cette manière-là. Baisse de l'offre, augmentation des tarifs et une perte de cette capacité de régler les problèmes quand il y a des aléas de production. Ça, c'est les effets que les usagers vont avoir immédiatement. Alors, l'une des réponses qui est apportée par le conseil régional pour permettre à ces opérateurs qui viendraient sur les appels d'offres liés à l'ouverture à la concurrence, c'est de complètement rénover le matériel. C'est-à-dire qu'il y a toutes les rames vont être toutes rénovées. C'est ce qu'on demande nous aujourd'hui, parce qu'on critique souvent la qualité du service public, etc. Mais on nous a jamais donné les moyens d'assurer le service public. Quoique dans les dernières périodes, on a quand même les cheminots ont fourni beaucoup d'efforts, etc. Et donc, on a une qualité qui est inégalable de partout dans le monde. Donc, on a une très très bonne qualité, mais avec du matériel encore en plus qui est vétuste. Et là, on va donner du matériel tout neuf, des entrepôts, des centres de maintenance tout neufs, alors que c'est ce qu'on demande depuis des années pour faire du service public de qualité. D'ailleurs, c'est une étude de Lausanne, d'universitaires de Lausanne, qui avait prouvé que les cheminots avec très peu de moyens par rapport aux autres pays, arriver à faire beaucoup plus de production que dans d'autres pays. Donc on voit bien que si on nous avait donné autant de moyens que ce qu'on va donner pour ceux qui vont venir faire du business, si on nous avait donné ces moyens-là, on aurait fait encore beaucoup mieux, puisque d'ailleurs, sous l'ancienne majorité du conseil régional, avait été passée la commande de 730 jours, alors qu'avec cette majorité-là, on est tombé à 542 trains jours. Alors qu'on était pratiquement à 600, on dépassait la barre des 630 jours, on avait une commande à 700, et puis finalement, on est tombé à 542. Donc on voit bien que ces logiques-là conduisent à avoir moins d'offres, etc. Donc demain, si on pousse cette logique encore plus loin, on se retrouvera finalement à se dire, on va pas mettre plus d'argent, donc on va réduire l'offre, même si dans les annonces pour amorcer la pompe et pour convaincre que ça sera mieux, il y a une annonce de nous on envisage d'augmenter de 75% les trains, etc. Mais dans les faits, c'est pas ce qui va se traduire, puisque d'abord l'infrastructure est saturée, et soit il faudrait moderniser beaucoup plus l'infrastructure et la multiplier pour pouvoir faire plus de trains dans ce modèle-là. Sauf que l'infrastructure, elle peut pas en prendre plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des effets d'annonce. Mais dans les faits, les éléments concrets, cette logique-là a conduit à tous ces éléments que je viens de vous donner. Voilà, donc en fait, on est dans un beau régime capitaliste, et les usagers qui pensent que demain ils seront plus heureux avec la privatisation de leur ligne sont dans l'erreur la plus totale et le paieront au prix fort. Ils vont le payer au prix fort, alors, sans éléments de comparaison, parce que des fois ils trouvent les mécanismes pour pas se retrouver dans les mêmes situations, mais on regarde le modèle anglais. Le modèle anglais qui a été poussé, alors il n'a pas fallu 30 ans, il a fallu 10 ans. En 10 ans, le train anglais est beaucoup moins sûr. Donc ça, on a vu les éléments en choc quand les trains se couchaient à 150 km/h sur les quais, donc moins sûr. Il coûte beaucoup plus cher aux contribuables, c'est-à-dire que le train, pour faire ça, et il faut beaucoup plus de financement, parce que les entreprises sont obligées de dégager des bénéfices, donc elles dégagent des bénéfices, et puis après elles réfléchissent d'investir. Ça coûte plus cher aux contribuables, ça coûte plus cher à l'usager, c'est-à-dire qu'il y a une sélection par l'argent de ceux qui pouvaient utiliser le train et ceux qui sont contraints d'avoir un mode de déplacement moins cher, parce que le train anglais est devenu beaucoup plus cher. Et après, on va pas sur les retards cumulés sur certaines lignes on aurait ce taux de régularité-là, on serait pendu sur place, quoi. Mais là, c'est franchement un scandale, quoi. Donc quand on aligne tous ces éléments-là d'un modèle qui lui s'est libéralisé jusqu'au bout, on se dit voilà les dangers extrêmes. Après, on va venir nous comparer le modèle allemand. Alors le modèle allemand, on nous a dit quand on a privatisé, on a créé les Landers, et en créant les Landers, ils ont augmenté de 20% l'offre.
Ben nous, quand on a régionalisé avec le service public, on a doublé l'offre. C'est-à-dire, on a fait du 100%. Là où on nous vante le mérite de 20-30% de trains en plus dans ce modèle-là, quand nous avons fait les landers, la régionalisation, avec la régionalisation, nous on a fait largement mieux, puisqu'on a fait 89% de plus que ce qu'ils ont fait eux. Donc on voit bien qu'on peut comparer ce qui est comparable. Donc on nous compare des modèles qui ne sont pas comparables. Par contre, on ne nous parle jamais du modèle anglais d'aujourd'hui. On a vanté les mérites de la privatisation tant qu'on n'avait pas vu les effets. Et quand on a vu les effets, on n'a plus parlé du modèle anglais. Mais la réalité, c'est celle-là. Pour conclure en disant qu'il faut se battre... Il faut se battre pour le service public. Pour le service public, voilà. Voilà. C'est pour le service public et pour le modèle public. Alors, on a mené les combats, nous, les cheminots. Mais je pense que le combat n'est pas perdu parce que nous, cheminots, on restons convaincus et on va continuer ce combat-là, même malgré qu'il y ait eu la loi de 2018, etc. Parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, on va devoir revenir en arrière, alors pas en arrière sur les modèles précédents, mais on va devoir réinventer le service public et on va aller le chercher. Et nous, on va pas le réinventer. On a une expérience de ce qu'a été le service public, ce qu'il a pu apporter à une nation. Et donc, quand on sera réinterrogé, alors toujours avec cette capacité de proposition pour éviter que le modèle ferroviaire continue à s'endetter, on a tout un ensemble de propositions qui s'appellent Ensemble pour le faire. C'est un document qui avait été édité par notre fédération pendant le conflit de 2018. On a Ensemble pour le fret, on a un certain nombre de propositions qui sont des propositions novatrices qui permettent demain de remettre le service public au cœur de notre nation.